Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2020 et le calendrier économique a bel et bien été un prétexte à la hausse, un catalyseur aussi, hein, mais il n'y a pas que ça, il y a également Pfizer qui est venu raviver les espoirs d'un vaccin. Nous allons en parler bien entendu, mais avant cela, dans ce contexte-là, les indices américains ont terminé la session de manière assez mitigée. Le S&P 500 a gagné 0,5%, le Dow Jones, quant à lui, a perdu 0,30%. Et le Nasdaq a marqué un nouveau record, on peut le voir ici, un nouveau record du Nasdaq qui a été marqué à ce niveau-là. Nouveau record franchi ce matin par les futurs sur Nasdaq. Le Nasdaq a progressé hier de 0,95%. Alors en Asie à présent, donc des indices de la région Asie-Pacifique qui sont plutôt performants avec un S&P ASX 200, Kospi coréen et les indices chinois qui enregistre de fortes hausses. Le Nikkei, quant à lui, s'échange plus ou moins à l'équilibre et normalement la hausse devrait se poursuivre en Europe dans le sillage de la session asiatique, malgré le fait que les États-Unis aient donc confirmé 51 000 nouveaux cas de Covid-19 hier. C'est le plus gros nombre jamais enregistré. Miami-Dade, le comté de Floride le plus peuplé, a émis un mandat d'obligation de port du masque. Et selon certains rapports des médias, un McDonald's devrait mettre en pause son plan de réouverture aux États-Unis en raison de la reprise de l'épidémie. Alors, donc c'est assez, euh, ça peut paraître assez paradoxal, si je puis dire, un Nasdaq qui vient marquer des nouveaux records, mais visiblement on laisse de côté les chiffres du coronavirus. On s'est focalisé sur le calendrier économique, sur les bons chiffres en provenance de Chine, les bons chiffres du secteur de l'emploi. Même si c'était inférieur aux attentes, il y a quand même une évolution du marché de l'emploi. Donc les opérateurs se sont focalisés dessus en faisant abstraction donc de cette seconde vague de coronavirus, notamment aux États-Unis. Mais on a pris connaissance également du procès-verbal du FOMC qui a montré que certains des banquiers centraux pensent que l'économie aura besoin de soutien pendant un certain temps. Dans tous les cas, personne ne doute des capacités de la Réserve fédérale américaine à soutenir l'économie. La Réserve fédérale américaine qui fait preuve d'un soutien inconditionnel en fournissant de la liquidité de manière illimitée. Et on revient en Asie à présent concernant le coronavirus avec Tokyo qui a signalé plus de 100 nouveaux cas pour la première fois en 2 mois. Très rapidement, on revient aux États-Unis hein, avec d'ailleurs la Chambre des représentants hein, qui a adopté un projet de loi sur les infrastructures mais à noter hein, que Donald Trump devrait y opposer son veto. Donc voilà pour ces petites parenthèses hein, concernant les États-Unis. On revient dans la région asiatique avec la Chine qui a demandé à 4 agences de presse américaines de fournir des détails sur leurs finances et leur personnel en Chine. Ce sont simplement des représailles hein, suite aux attaques américaines contre les médias d'État chinois. Et d'ailleurs, hein, le Royaume-Uni qui a offert une chance d'accéder à la citoyenneté à 3 millions de citoyens hongkongais. Et l'Union européenne qui est en pourparlers avec Gilead Science pour obtenir le Remdesivir pour tous les pays membres, pour les 27 de l'Union européenne. On a pris connaissance également pendant la nuit de la balance commerciale australienne pour le mois de mai qui s'est élevée à 8,02 milliards de dollars australiens. Voilà pour les chiffres dont nous avons pris connaissance. Aujourd'hui, encore une fois, le calendrier économique sera crucial. On prendra connaissance du rapport du NFP. Alors, c'est assez étrange, un rapport du NFP le jeudi. Il faut savoir que vendredi est férié, donc cette publication a été avancée et donc est prévue pour aujourd'hui. Dans le même temps, on prendra connaissance également des données de la balance commerciale au Canada et aux États-Unis. Alors, les chiffres de l'ADP hier concernant l'emploi américain ont indiqué, si je puis dire, une forte croissance hein, de l'emploi. C'est resté inférieur aux 3 millions attendus. Donc, on attend de pied ferme le rapport du NFP prévu pour aujourd'hui à 14h30. Et avant cela, à 11h, on aura pour la zone euro l'inflation PPI pour le mois de mai. Donc après le rapport NFP à 14h30, on prendra connaissance dans le même temps à 14h30 de la balance commerciale pour le mois de mai aux États-Unis. Toujours à 14h30, la balance commerciale pour le mois de mai
au Canada et à 16 heures aux États-Unis. Les commandes d'usine pour le mois de mai ont fini à 19 heures. Ça, ce sera très intéressant. Le décompte des plateformes pétrolières de Baker Hughes. Alors encore une fois, c'est une donnée qui est publiée les vendredis habituellement. Elle est avancée à aujourd'hui. Alors intéressant de voir s'il y a une hausse de ce chiffre, une hausse des décomptes. Précédemment, nous étions à 188. Alors je viens sur le calendrier économique, voilà le nombre de plateformes de forage. Donc nous étions la semaine dernière à 188. Il sera très intéressant de voir si nous assistons, on peut voir la stabilisation, on est passé ici de 189 à 188. Est-ce qu'on va constater aujourd'hui une hausse? Pourquoi une hausse? Car les cours du pétrole, on peut voir ici, nous avons un WTI à 40 $. Alors 40 $, c'est tout simplement c'est la moyenne du break-even des foreurs, des exploitants du schiste américain. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce prix-là, il devient pour eux rentable de produire du pétrole. Ils avaient cessé leur production, ils avaient stocké tout leur matériel pendant un certain temps, mais à présent, il est grand temps de reprendre la production avec un tel prix du pétrole. Un pétrole à 40 $ devrait relancer la production, notamment dans le Texas américain. Et ça, on pourra le confirmer ou pas d'ailleurs aujourd'hui, à partir de 19 heures avec ce décompte des plateformes pétrolières ici, avec la semaine dernière un chiffre à 188 pour la valeur précédente. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché action. Le marché action qui a bien progressé à la hausse hier et ici, donc le DAX qui est nez à nez avec sa résistance, les 12 365 points. Le DAX en données journalières décolle quelque peu et effectivement la quille jaune est bien venue renforcer la Greenspan en tant que support. Donc un support qui prend de la force ici. Un support qui prend de la force et donc en données H1, nous sommes en train actuellement de donner un signal de hausse. Un signal de hausse en franchissant ici cette oblique baissière. Alors c'est un fort signal, pourquoi? Car ici c'est un triangle symétrique. Je vous rappelle que d'un point de vue chartisme, un triangle symétrique, contrairement à un triangle ascendant ou descendant, ne nous indique pas le sens de sortie des cours. Il faut attendre le breakout pour envisager un éventuel signal. Le breakout est en cours, il faut attendre 9 minutes. Alors j'ai un peu trop zoomé, il faut attendre 9 minutes 33 avant la clôture de cette bougie pour estimer qu'il y a bel et bien un signal. Alors là j'ai beaucoup sans les éléments, je rajoute tout immédiatement. Et donc, on pourrait également déterminer des objectifs grâce aux projections d'Osoda en captant un point A ici, le point B et notre point C. Visiblement, ici, c'est un retracement de plus de 50%. Nous sommes en présence d'une projection E. Je sélectionne uniquement E pour avoir mon objectif et un objectif à 12 836. Donc, on va se rapprocher ici de ce sommet, du sommet du 8 juin. En cas de validation de ce signal, des perspectives clairement haussières avec une belle espérance de gain. C'est le genre de trade très intéressant car il présente un ratio risque-rendement extrêmement avantageux. Ici, par exemple, une simple idée, un stop loss pourrait être placé au niveau de la Tenkan ou éventuellement au niveau de la Kijun à 12 230 avec ici une espérance de gain assez conséquente. Donc c'est ce genre de trades qui sont intéressants. Donc un beau signal ici sur le DAX en cours. On va atteindre les 8 minutes 14 pour la clôture de cette bougie. On passe à présent sur les marchés américains. Ici, on s'éloigne considérablement de ce scénario, de cette figure en ETE. Les perspectives sont clairement haussières pour le Dow Jones. On le voit ici. Le Dow Jones est en train de valider ce signal. Alors, nous avions anticipé éventuellement hier une sortie à ce niveau-là. On s'est replié par la suite pour venir tester notre nuage. Mais le signal est en cours et l'objectif ici est à 26 140, il y a une accélération, donc 420 points ici pour le Dow Jones. Le S&P 500 n'a toujours pas donné son signal, il a moins de perspectives, une espérance de gain moins intéressante avec un objectif V très rapproché, en tout cas
au moment de notre signal, même si on peut considérer que le signal est déjà présent au franchissement de la bande supérieure du canal, hein, mais le réel signal sera au franchissement de cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Et donc ici, il nous reste le Nasdaq. Le Nasdaq qui a déjà accéléré, qui est sur des records historiques et qui va aller rallier 3E enfin. On s'est clairement éloigné du scénario d'une épaule tête épaule complexe avec 2 épaules à gauche, 2 épaules à droite. Maintenant, on repart, on finalise l'objectif de ce double creux qu'on a largement détaillé la semaine dernière et la semaine précédente. D'ailleurs, pour nos clients que ça intéresse, il y a plus de détails à ce niveau-là, l'application des projections d'Osoda. L'exemple, c'est justement le Nasdaq et on parle de cette formation-là. C'était au début de cette formation, hein, de mémoire, avec ces 3 objectifs. Le 3e objectif va être atteint et je tiens à préciser une chose qui est importante, surtout lorsqu'on a ce type de formation avec 3 objectifs 3E. Si le 3e est atteint, on peut le dépasser quelque peu, mais un fort repli, il y a de fortes chances que le marché se replie brutalement par la suite. Donc il faut garder ça à l'esprit. Attention ici, attention au Nasdaq qui vient arriver sur un objectif 3E et qui pourrait se replier considérablement par la suite, peut-être pour aller chercher la Kijun. En tout cas, attention à partir du moment où cet objectif sera atteint. Donc concrètement, le Dow Jones semble proposer à l'heure actuelle la meilleure espérance de gain, le meilleur ratio risque-rendement avec un objectif à 26 140, un signal qui sera validé dans 5 minutes ici pour le Dow Jones. Donc clairement, les perspectives haussières sont nettement à privilégier avec ce signal. Alors attention, ce qu'il faut savoir, donc une petite précision avant de passer sur le marché des matières premières, c'est qu'après la clôture, on pourrait effectuer un pullback et donc ce serait peut-être la meilleure des stratégies d'attendre un éventuel pullback, très peu probable que à la clôture, une seconde bougie verte en chaîne pour aller chercher l'objectif. C'est quasi impossible. On peut s'attendre à un éventuel pullback, peut-être une tentative de test du nuage. En tout cas, un retour vers cette oblique baissière est envisageable, ce qui pourrait constituer un très bon point d'entrée. Mais le marché pourrait également partir sans effectuer un pullback jusqu'à ce niveau. Donc c'est vraiment la difficulté dans ce type de configuration-là. Est-ce qu'on entre immédiatement au risque d'être négatif pendant un instant au moment du pullback, ou est-ce qu'on prend le risque de rater le trade en attendant un éventuel pullback, soit vers le nuage, soit vers la borne, soit vers cette oblique baissière. On passe à présent sur le marché des matières premières. On va débuter par le gold qui a été plutôt volatile, qui est allé marquer un nouveau sommet de 8 ans avant de se replier aux alentours des 1789, 1790 à peu près, repli immédiat pour aller chercher la Tenkan. Donc ici, plusieurs choses à constater. Donc nous avons franchi notre nuage, mais ici j'ai ajouté en jaune le nuage Ishimoku en H4. Ça nous permet de comprendre que nous avons tout de même un gros support derrière, même si on est en train de franchir ici le nuage, car je vous rappelle que ce franchissement c'est un signal Ishimoku, une sortie du nuage par le bas, c'est clairement un signal. Il me manque mes éléments Ishimoku, je vais tout ajouter. Voilà, donc ici, à partir du moment où notre lagging span sera désengagé du nuage, ce sera un signal de vente qui est validé, mais le nuage H4 vient nous montrer que nous avons un fort support en renfort en dessous. Donc on reste neutre entre les deux nuages pour le moment. On voit que le gold est entre deux, justement, une grosse résistance, un palier de Kijun à 1774 avec une faiblesse de nuage ici, le fameux twist qui pourrait éventuellement favoriser le passage des cours pour un éventuel test des 1778. Alors quoi qu'il en est, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il est très peu probable que l'or se maintienne d'ici la semaine prochaine sur ce niveau-là. Il va arriver à la rencontre de son nuage H4, donc il devra se décider, soit nous fournir un signal baissier pour aller chercher les 1750 en franchissant son nuage H4, et ce avant le début de semaine prochaine, soit en s'affranchissant ici des 1774 pour se hisser, se rapprocher à nouveau des récents sommets. Donc le gold devrait trancher très prochainement. Cette configuration est intéressante, cette
projection H4 sur un graphique qui, je vous le rappelle, est en H1. On peut le voir ici en haut à gauche. Ça me permet d'avoir une vision H4 et H1 sur un seul et même graphique. Alors comment j'ai fait? Je vais supprimer le nuage H4. Donc ici, j'ai une configuration classique Ishimoku avec mon Ishimoku classique H1 sur un graphique H1. Je veux ajouter mon Ishimoku H4, donc je sélectionne Ishimoku ici et dans intervalle, je sélectionne H4. Tout ce qui m'intéresse, c'est le nuage. Donc il faut décocher Tenkan, Kijun et Shikuspan. Ce qu'il faut garder coché uniquement, c'est la Senkuspan A, la Senkuspan B, donc SSA et SSB, qui sont les composants du nuage pour avoir mon nuage, justement mon nuage H4. Je change ici la couleur pour pouvoir différencier les deux. Et je me retrouve ici avec un nuage H4 et une SSB en vert qui ressort beaucoup plus d'ailleurs. Donc voilà comment procéder. Ça nous procure actuellement une bonne vision sur le gold, ce qui nous permet éventuellement d'estimer que nous sommes ici relativement neutres et on reste dans l'attente, soit du franchissement de ce palier de Kijun qui va se confondre avec un palier d'SSB, soit le passage sous les 1776 qui permettrait ici de tenter de franchir mon nuage pour aller chercher peut-être les 1750. Donc on va surveiller avec attention le gold lors des 2 prochaines séances, car très certainement un des 2 scénarios devrait se déployer au début de la semaine prochaine. Le silver, quant à lui, a été beaucoup plus violent hein, ici que le gold. On peut le voir, il est revenu, il a franchi complètement ce canal haussier pour revenir se placer en dessous. Donc ici même topo hein, que pour le gold. On garde simplement un œil sur le silver car le silver pourrait éventuellement nous donner un signal précurseur. Il arrive que le silver soit beaucoup plus réactif. Donc un silver également qui est entre son nuage H4 et son nuage H1. Le silver pourrait encore se replier davantage. Hein. Donc prudence, il a beaucoup plus d'espace que le gold. On passe à présent sur le pétrole. Hein. Le pétrole qui poursuit, qui est passé à 40 $, ce fameux niveau. Alors ici, hein, souvenez-vous, le palier, à mon sens, c'est le maximum de cette hausse, c'est à 41,60, grosso modo. Alors, beaucoup parlent d'un pétrole à 50 $ d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour en parler. Alors, certes, la consommation de pétrole en Inde semble reprendre. Elle est actuellement aux alentours de 80 voire 85%. Et donc en Inde, on estime que d'ici septembre, la consommation de pétrole du pays sera revenue à la normale. Mais il y a quand même plusieurs éléments qui pourraient peser sur les cours. Tout d'abord, cette seconde vague aux États-Unis et les méthodes de reconfinement, ça pourrait se traduire par une baisse de la demande d'essence. Alors certes, elle n'a pas été visible dans le rapport sur les stocks hebdomadaires. Ça sera visible après un certain temps. Donc ces mesures de reconfinement ne vont pas impacter le pétrole immédiatement, les mesures de reconfinement aux États-Unis. Il y a un certain temps, car déjà il faut savoir que lorsqu'on prend connaissance d'un rapport sur les stocks hebdomadaires, ça concerne la semaine passée. Donc on a déjà une semaine de décalage. Donc ajouter à cela une autre semaine, donc dans 2 semaines, on pourrait voir l'impact des mesures de reconfinement sur les stocks hebdomadaires, les différents rapports. Alors on ne le voit pas pour le moment, il y a également le Nigeria hein, qui pose problème quant comment dire, à l'accord de réduction de production, et il y a aussi la reprise de la production libyenne. Il y a, malgré les accords, hein, il y a certaines zones qui reprennent la production, dont la Libye. On avait parlé de la zone neutre d'El Hafji qui avait repris la production. Donc, il faut rester prudent malgré cet accord qui porte ses fruits. Hein. On arrive à réduire considérablement l'offre, mais est-ce que la demande reprend réellement, en tout cas concernant les avionneurs, hein, la demande ne reprend pas, concernant le kérosène. Donc on perd réellement une partie demande. En Chine, ça reprend très très bien hein, la demande pétrolière, mais il y a des zones d'ombre, qui vont peser davantage. Donc très difficile de voir un pétrole à 50 $ pour le moment. Donc si on atteint les 41,60, selon moi, ça serait un point haut. Et un point haut, ça se vend. Donc, je reste prudent pour le moment. Je constate cette évolution dans un canal haussier, dans l'attente peut-être d'un pétrole qui vient rallier les 41,60. Pour l'heure, les perspectives sont clairement haussières. Nous sommes à 40. On pourrait
facilement aller rallier les 41. Reste à voir si on s'en affranchit. Et si on s'en affranchit, ce serait pour aller directement à eux ici à 41,58. Donc voilà pour le pétrole. Le café également. Le café que l'on commence à suivre, hein, de très près car il nous a donné un signal. D'ailleurs, on parlait des fameux 3E. En voilà un autre ici. On avait un double bottom. On a atteint l'objectif E. L'objectif 3E est à 113,25. Donc l'objectif E a été atteint hier. Donc à présent, si on s'en affranchit, hein, le but sera d'atteindre l'objectif 2E avec deux résistances intermédiaires. La première sera à 105,40, la seconde sera aux portes des 107. On peut estimer le seuil psychologique des 107, c'est plus une zone de 106,80 à 107. Et ensuite, nous aurons notre objectif E. Alors ici, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que cette impulsion sur le café vient de pair avec un repli de l'USD BRL, l'USD BRL qui se replie, ce qui permet enfin au café de se propulser, l'USD BRL qui est sur un support. Alors aujourd'hui, si le repli se maintient sur l'USD BRL pourrait aller chercher les 5,13 avant peut-être d'effectuer un dernier rebond pour un test ici en inversion de polarité de ce support qui deviendrait résistance et de se replier par la suite. Et là, dans ce cas-là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on serait en présence d'une épaule tête-épaule et donc le repli pourrait s'approfondir davantage et les perspectives, ce serait très avantageux hein, pour l'or, pour le café, ça renforcerait les perspectives haussières. Donc ici, un café qu'on garde sous surveillance car la configuration technique de l'USD-BRL pourrait être très intéressante. Ça va dépendre du franchissement de ce support. Si on parvient à s'en affranchir, ce serait pour aller chercher donc le prochain et on peut s'attendre à un rebond à partir de là. Donc on se rapproche d'une ETE et donc cela favoriserait nos estimations de moyen terme pour le café. Donc on garde un œil sur le café lors des prochaines séances. Hein, lorsque le café démarre, je vous le rappelle, ça démarre fort et le café est très intéressant en termes de marge requise et de coût du point. On revient sur le marché d'échange avec le dollar index qui se replie, hein, qui va chercher la borne inférieure de son biseau ascendant. Alors, est-ce que ça va être pour en sortir cette fois-ci? On a eu deux tests de la borne inférieure, ça sera le troisième. Après deux tests de la borne supérieure, voire trois si on compte le premier. Si on en sort, c'est extrêmement baissier hein, pour le billet vert. Donc, si c'est extrêmement baissier pour le billet vert, ce sera extrêmement haussier pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est dans un range, actuellement, qui est prêt à en sortir par le haut. L'euro-dollar qui nous a fourni un signal en s'affranchissant de son nuage H1 par le haut et qui a atteint l'objectif hein, de ce signal, c'était le haut du range. On attend le franchissement de ce range pour aller chercher peut-être les 1,1290. 1,1290, dernier rempart avant bien entendu le seuil psychologique à 1,13. Je vous rappelle qu'ici les perspectives, les projections d'Osoda nous donnent d'un objectif à 1,1527. Très difficile hein, de tabler dès à présent sur un tel niveau, mais on le garde à l'esprit. On voit une belle vague en N qui pourrait ici se déployer, mais pour cela, il faudrait s'affranchir des récents sommets à 1,1350. Et donc le GBP-USD qui poursuit à la hausse, a impossibilité de sortir de son nuage par le bas et l'objectif est à 1,2533. Il a atteint ici l'objectif de cette vague haussière, l'objectif V à 1,2447 et donc il poursuit. Le prochain objectif nous sera donné grâce au price action hein, ici. Donc on y est presque, malheureusement cet objectif est presque atteint. Donc on y est presque. Donc ici peut-être sur le court terme, le mieux serait éventuellement pour ceux qui traitent le câble un ordre de vente hein, aux alentours des 1,2515. Cet objectif V pourrait être un bon point de vente. Et ça correspond, c'est juste avant la Kijun. Donc le journalier vient confirmer ici l'intraday. Donc c'est très certainement, on va très certainement réussir à dépasser quelque peu par une mèche supérieure avant de se replier. Ce ne sont que des hypothèses. En tout cas, la stratégie intraday sur le câble,
et baissière, donc une stratégie de vente sur résistance, la résistance qui est matérialisée par cette projection V à 1,2517, 1,2516 très précisément. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, des perspectives haussières qui devraient se poursuivre. Pfizer qui vient renforcer les espoirs d'un vaccin avec des essais sur des humains, des essais qui ont été concluants, qui visiblement ont permis la production d'anticorps, des données qui viennent également favoriser la prise de risque des opérateurs. Je pense au marché de l'emploi, je pense aux données en provenance de Chine, je pense au PMI qui sont enfin en expansion. Donc, des objectifs à aller chercher pour les indices qui vont très certainement être atteints. Mais prudence, une fois que ces objectifs seront atteints, il est très commun d'assister à des replis lorsque les projections sont atteintes. Quel sera donc le catalyseur baissier? Très difficile de se prononcer là-dessus. En tout cas, les perspectives sont haussières pour le moment. Les résistances, nous avons donné les différents objectifs selon les indices. Il faudra rester